Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes pour Horror Arkham, le JCE. Cette semaine, on voit les investigateurs de la boîte investigateurs de la campagne Les Clés Écarlates. Et aujourd'hui, on voit le truand Kimani Jones. Au passage, il y a une inversion des lettres. Donc, Kimani Jones, le consultant en sécurité. 3 de volonté, 2 d'intelligence, 2 de force, 5 d'agilité, trait criminel, action rapide, engagez un ennemi incliné dans votre lieu, réaction quand vous tentez d'échapper à un ennemi non élite incliné, ajoutez votre intelligence à votre valeur de compétence pour cette tentative, en cas de réussite avec une différence de X ou plus, défaussez cet ennemi, X, et la vie restante de cet ennemi. Signe des anciens +1, s'il y a un ennemi incliné dans votre lieu, vous réussissez automatiquement à la place. 8 points de vie, 6 points de santé mentale. Construction deck, les cartes truands, les cartes neutres et les cartes outils de niveau 0 à 4. Et, point important, il y a de l'expérience bonus. Vous commencez avec 5 points d'expérience supplémentaire. Voilà. Donc, 3 de volonté pour un truand. 3 de volonté c'est moyen, mais pour un truand c'est élevé, 2 d'intelligence c'est faible, 2 de combat c'est faible, 5 d'agilité c'est très bon, surtout pour un truand qui peut faire beaucoup de choses avec son agilité, et son action rapide et sa réaction sont faits sur mesure pour gérer les ennemis non inclinés. Les ennemis non élites. Alors avec 5 d'agilité, il peut facilement échapper aux ennemis, assez facilement. 2 de combat, il sera pas bon pour les combattre. 2 de force, il sera pas bon pour les combattre, il faudra qu'il combatte à l'agilité. Et si l'ennemi est non élite, il va pouvoir le vaincre. Il va falloir déjà que cet ennemi non élite, il l'ait incliné, a priori en réussissant une évasion avec une première action. Ensuite en action rapide, il va le réengager. Deuxième action, il essaie de lui échapper, il a le +2 de son intelligence. S'il réussit assez largement, il le défausse. Je suis en train de me dire, j'ai oublié un petit truc. Donc là... Alors j'ai regardé un petit peu le nombre de points de vie des ennemis. Voilà, par exemple, à 6 points de vie, on a quand même beaucoup d'ennemis élites et très peu d'ennemis non élites. Mais, allez, mettons à 4 points de vie. À 4 points de vie, il y en a beaucoup qui sont non élites. Donc, réussir d'autant que le nombre de points de vie restants, ça sera pas facile pour beaucoup. Ou alors, il faudra déjà les blesser. Donc là, par exemple, Kuba, l'intérêt c'est que c'est du combat. On ajoute son agilité, et si on réussit avec une différence de 1 ou plus, on échappe à l'ennemi. Mais comme à la base c'est un combat, on l'a blessé. Donc l'ennemi avait 4 points de vie, on a réussi le combat, il a plus que 3 points de vie, et ça le rend plus facile. Voilà, bon ça, j'y reviendrai plus tard, mais en tout cas... vu ses stats, c'est quand même le genre d'investigateur qui fera tout à l'agilité. Alors que Winifred Abamok et Finn Edwards avaient quand même une intelligence de 3. 2, c'est faible. Donc, rien qu'à voir sa carte investigateur, il a... Sa capacité spéciale lui permet de gérer une partie des ennemis. Donc tant qu'à faire, on l'utilise quand on sait qu'on aura beaucoup d'ennemis. Donc quand il y a beaucoup de monde, beaucoup d'investigateurs autour de la table. Et son intelligence faible fait que on n'a pas envie que ça soit à lui de gérer les indices. Donc plutôt un gestionnaire d'ennemis dans un trio, mais sachant que les ennemis élites, il faudra que quelqu'un l'aide. Peut-être que lui échappera à l'ennemi élite et qu'un
que le polyvalent leur fera des dégâts. En tout cas, première chose, à quelle carte il a accès? Toutes les cartes truands, toutes les cartes neutres et les cartes outils. Alors, bon, les cartes truands et les cartes neutres, il y en a plein, on va pas les commenter. Les cartes outils, il y en a 27. Beaucoup de cartes chercheurs, beaucoup de cartes survivants. Le classique loop, bon, ça le mène qu'à 3 en enquête, ça va pas loin. Kit d'emprunt digital, il a plus 2 pour enquêter, donc il passe à 4. S'il réussit, il a 3 indices d'un coup. Ok. Bon, 4, il fera quand même peut-être le booster un petit peu plus. Le pic à glace, justement, dans l'autre main pour le booster. Sauf que le pic à glace de niveau 3, l'intérêt c'est de le défausser pour avoir soit un dégât en plus, soit un indice supplémentaire, et ensuite de le remonter dans sa main. Et Kimani n'a pas accès à récup. Et l'outil multifonction, une carte personnalisable qu'il y a dans cette boîte, l'intérêt c'est de donner un bonus lors d'un test de compétence. Et voilà, on peut le booster encore plus. Bon, j'en parlerai en fin de semaine prochaine. Ça donne un +1 et vous pouvez le spécialiser pour avoir un +1 supplémentaire, soit en attaque, en évasion ou en enquête. Donc, vous pouvez utiliser ça pour lui donner +2 sur une tentative d'évasion par round, en l'occurrence celle qui lui sert à défausser l'ennemi. Le vieux porte-clés de niveau 3, il enquête contre valeur occulte -2, bon, et il peut trouver les indices 2 par 2, j'y reviendrai plus tard. À noter qu'en outil pour le combat, il a accès à la masse de niveau 4 qui permet quand même potentiellement de faire 6 dégâts d'un coup. Bon, moi je suis pas trop fan de la carte, mais elle existe. Il a accès à la tronçonneuse. Mais encore une fois, il part de 2, donc ça le monte qu'à 4. Voilà. Alors, un truc intéressant, c'est qu'il a un bonus de 5 XP. En début de campagne. Bon, moi je l'ai dit dans plein de vidéos, j'aime toujours avoir beaucoup d'XP pour améliorer mes decks. Donc tout ce qui peut rapporter de l'XP, je suis toujours preneur. Alors là, j'ai regardé un petit peu. Je me suis demandé dans son cas quel choix était possible. Alors sachant que en début de campagne, on peut aussi avoir 3 autres points d'XP grâce à la carte dans le vif du sujet. Il suffit d'accepter de se prendre 2 traumas qu'on choisit et Kimani a 8 XP. Donc là j'ai noté, voilà, trompe la mort, le tout pour le tout, choc Fergus, plus éventuellement un événement de niveau 3, relation influente et série gagnante, ou éventuellement relation influente et de série gagnante, nécessaire emprunt digital, coup dur, voilà, etc. etc. Alors trompe la mort, ça coûte 5 XP, rapide, à jouer quand vous devriez être vaincu. Désengagez-vous de chaque ennemi engagé avec vous, défaussez toutes les cartes dans votre zone de menace, soignez 2 horreurs et 2 dégâts, et déplacez-vous vers n'importe quel lieu révélé sans ennemi. Si c'est votre tour, il se termine, retirez trompe la mort de la partie. Donc cette carte-là vous évite une élimination. Voilà, vous devriez être vaincu, et ben non. Et ça sert notamment avec Lobol pour Caron, et comme je le disais, Lobol pour Caron qui est de niveau 1 mais exceptionnel, elle coûte 2 XP, et en l'occurrence il peut s'agir de 2 des 3 XP dans le vif du sujet. Voilà, quand vous recevez de l'expérience lors de la conclusion d'un scénario, si vous n'avez pas été vaincu lors de ce scénario, vous recevez 2 points d'expérience supplémentaires. Si vous avez été vaincu lors de ce scénario, vous êtes tué. Lobol pour Caron vous donne idéalement 2 points d'XP en plus par scénario, mais il faut s'éviter
d'être vaincu. Il faut s'en protéger. Donc, vous avez le trompe-la-mort. Alors évidemment, il faut l'avoir en main au bon moment, mais vous devriez être vaincu par un effet quelconque. Non, vous ne l'êtes pas. Le fait de vous désengager, de vous soigner et de vous déplacer, ça vous protège ça vous met dans une position plus confortable, en espérant que ça vous évite d'être vaincu jusqu'à la fin du scénario. Et donc vous avez vos 2 points d'XP. Donc, vos 5 points d'XP, plus dans le vif du sujet, vous en avez 8, vous en dépensez 7, fin du premier scénario, mettons que le premier scénario devrait vous fournir, 5 XP, et il vous en fournit 7. Et il vous restait déjà 1 XP, donc vous avez 8 XP. Et voilà. Et donc, si vous voulez vraiment jouer à fond le gain d'XP, avoir plein de cartes très chères dans votre deck. Autre carte, le tout pour le tout. Compétence truand de niveau 5, 2 icônes libres, un maximum attribué par test de compétence. Si ce test de compétence est réussi, piochez une carte pour chaque point de réussite, jusqu'à un maximum de 5. Mélangez dans votre deck chaque faiblesse piochée par cet effet sans la résoudre. Donc déjà 1+2 pour n'importe quel test, ça peut vous permettre de piocher jusqu'à 5 cartes, et vous ne résolvez aucune des faiblesses parmi ces 5 cartes. Par contre, si vous jouez avec les tabous, cette carte est retirée de la partie après avoir été résolue. Mais quand même, un bonus de 2, c'est toujours bon, et une énorme pioche qui va vous permettre de piocher vos solutions, c'est une très bonne carte. Alors, que je ne joue plus à cause du fait qu'on la retire de la partie, mais si vous avez l'occasion de l'acheter à la construction de votre deck, ça va pas, les 5 points d'XP vont pas être pris sur ce que vous gagnez entre les scénarios 1 et 7, vous avez l'occasion d'utiliser cette carte-là 8 fois par campagne, une fois par scénario, ça reste quand même très intéressant. Chuck Fergus de niveau 5, parce que maintenant il y a une version de niveau 2. Un allié qui coûte 3, 2 points de vie, 2 points de santé mentale, allié criminel. Réaction, quand vous jouez un événement tactique ou ruse, inclinez Chuck Fergus, choisissez 2 options. L'événement gagne rapide, donc vous économisez une action. Cet événement coûte 2 ressources de moins pour être joué, vous économisez des ressources, ou vous gagnez +2 à votre valeur de compétence tant que vous effectuez un test de compétence lors de la résolution de cet événement. Pardon, je t'ai distrait. Donc le dernier effet, c'est pour tout ce qui vous demande de réussir largement. Et donc, vos 5 points d'XP, si vous avez été dans le vif du sujet, vous pouvez ajouter en plus un de ces événements-là. Voilà, je les ai pas, qui ont tous la particularité, voilà, si vous réussissez 2-2 ou plus, vous le renvoyez dans votre main. Si vous réussissez 2-3 ou plus, vous le renvoyez dans votre main, 2-2 ou plus, il retourne dans votre main, 2-3 ou plus, il retourne dans votre main, 2-3 ou plus, il retourne dans votre main. Là, c'est évasion en ajoutant l'intelligence, enquête en ajoutant l'agilité. Alors là, c'est enquête à l'agilité, combat en ajoutant l'agilité, et là, c'est combat à l'agilité. Donc, tous des tests que vous faites avec une valeur de compétence de 5 à 7. Voilà. Et vous pouvez, avec Chuck Fergus, avoir en plus 1+2. Si vous voulez faire un truand friqué, relation influente de niveau 3, ça coûte 3. Série gagnante, il y a une version de niveau 2, donc une copie de relation influente de niveau 3 plus une copie de série gagnante de niveau 2, ça fait 5 XP. Si vous avez dans le vif du sujet, vous pouvez mettre un deuxième exemplaire de série gagnante. Voilà, chaque copie de série gagnante vous faisant faire un bénéfice de 5 ressources pour une action. Kit d'empreinte digitale dont je parlais avant, vous enquêtez à intelligence 4, si vous réussissez, vous avez 3 indices en une action.
coup dur. Alors coup dur, c'est le talent de la boîte de base, la version de niveau 4. Pour une ressource, vous augmentez de 1 votre force ou 1 votre agilité. Pour Kimani, l'intérêt c'est l'agilité. Et au début de chaque round, vous mettez 2 ressources sur cette carte. Donc vous avez vos 2 premiers boosts de plus en agilité sont gratuits. C'est à partir du 3e que vous commencez à dépenser vos ressources. Et comme vous utilisez votre agilité pour échapper aux ennemis, pour défausser les ennemis, pour enquêter probablement, et cette carte-là peut vous servir à booster à peu près. Je vais pas donner de pourcentage, mais ça, si vous construisez votre deck dans ce sens-là, ça pourra booster à peu près tous les tests de la phase d'investigation. Alors qu'est-ce que ça fait là, ça, le grappin? Ah oui, voilà, le grappin. Donc sa carte signature permet d'enquêter, de faire des enquêtes de base avec l'agilité. Donc voilà, vos enquêtes, vous avez de grandes chances de les faire à l'agilité. Du coup, j'ai perdu un petit peu le fil. Ah voilà, coup d'éclat, j'en suis toujours là. Coup d'éclat, un événement de niveau 4. Rapide à jouer lors de votre tour. Pour chaque ennemi non nué, incliné dans votre lieu. Et incliner les ennemis, c'est votre tâche, donc il devrait... Et surtout si vous jouez en trio, vous utilisez cette carte quand il y a 2-3 ennemis inclinés dans votre lieu. Pour chaque ennemi, vous gagnez 2 ressources, ou vous infligez 2 dégâts à l'ennemi, ce qui vous aidera contre les ennemis élites, ou vous découvrez un indice, ou vous piochez une carte. Combat déloyal, c'est de niveau 2, vous en avez le droit à 1 en jeu. Tant que vous attaquez, discutez ou tentez d'échapper à un ennemi incliné, vous avez plus 2. Après que vous avez échappé à un ennemi, vous l'inclinez, vous effectuez une action combattre contre cet ennemi en ignorant le mot-clé distant pour l'attaque. Donc, j'entrerai dans les détails plus tard, mais ça vous aide à gérer les ennemis qui sont déjà inclinés. Et encore une fois, toute l'idée derrière Kimani, c'est d'abord d'incliner les ennemis et ensuite de les gérer d'une manière ou d'une autre. Alors, voilà. Ah oui, là je les ai pas montrés, les permanents du niveau 3. Par exemple des brouillards, vous commencez avec 5 XP, vous mettez un permanent de niveau 3, avec le gros avantage que comme il est permanent, vous n'avez pas à attendre de le piocher. Et Lola Santiago, le boost en agilité pour l'évasion, le boost en intelligence pour quand vous enquêtez avec votre intelligence, et la possibilité d'acheter des indices. Mais en plus de ça, si vous ne dépensez pas vos XP maintenant, après 1 ou 2 scénarios, vous avez quand même une bonne quantité d'XP. Par exemple, je vais y arriver, voilà, la pendule rouge de niveau 5, qui est exceptionnelle, qui donc coûte 10 XP. 0 charge. Forcé, après le début de votre tour, vous avez le droit de prendre toutes les charges de cette carte en tant que ressource, placer une charge sur cette carte. Si dessus il y a exactement une charge, vous gagnez plus 4 à votre valeur de compétence pour votre prochain test de compétence. 2 charges, vous avez le droit de vous déplacer jusqu'à 3 fois. 3 charges, vous avez le droit d'effectuer 2 actions supplémentaires à ce tour. Donc, alors moi c'est comme ça que je la joue, je retire les ressources à chaque tour. Donc, à un moment donné, je la joue, il n'y a pas de ressources, il n'y a pas de charge dessus. Au début de mon tour suivant, je prends la ressource, puis je mets une charge, et donc j'ai un plus 4 pour mon prochain test. Donc Kimani, téléphone qui sonne. Voilà, donc je disais, Kimani, a priori, il va devoir échapper à un ennemi pour qu'il soit incliné, puis lui rééchapper. Donc soit c'est un plus 4 pour la première évasion, ou si vous arrivez à échapper à l'ennemi sans dépenser d'action ou faire incliner l'ennemi
par un autre investigateur, votre première action, c'est l'évasion qui nécessite une grosse marge de réussite. Voilà. Et je mentionnais aussi Anna Caslow, une alliée neutre de niveau 4. Vous possédez 2 emplacements de tarot supplémentaires. Réaction quand la partie débute, si Anna Caslow est dans votre main de départ, mettez-la en jeu. Réaction après l'entrée en jeu d'Anna Caslow, cherche un soutien tarot dans votre deck et mettez-le en jeu. Alors les tarots auxquels vous avez accès, il y a les 2 tarots neutres et les 2 tarots truands. Dans le cas de Kimani, le plus intéressant c'est le cavalier d'épée. Donc Anna Caslow plus 2 copies du cavalier d'épée, ça fait 9 XP. L'intérêt du cavalier d'épée, quand vous devriez réussir un test de compétence, vous gagnez +1 votre valeur de compétence pour ce test. Vous avez le droit de défausser le cavalier d'épée pour gagner +3 à la place. Et comme tous les tarots, en début de partie, s'il est dans votre main, vous le mettez en jeu. Donc là, l'intérêt, c'est que chaque fois que vous échappez à un ennemi incliné, à partir du moment où vous réussissez, le cavalier d'épée vous donne un +1. Donc si sans ce tarot, vous réussissiez de 0, vous ne pouviez pas défausser l'ennemi, avec un exemplaire du cavalier d'épée, vous pouvez le défausser s'il a 1 point de vie restant ou moins, avec les 2 copies, s'il a 2 points de vie ou moins. Voilà. Donc ça vous facilite la gestion des ennemis, mais aussi tout le reste. Si vous avez un événement qui remonte dans votre main en réussissant de 2 ou plus, et avec les 2 cavaliers d'épée, dès que vous réussissez, c'est de 2. Voilà. Alors, ces cartes signature. Il a le grappin, et comme faiblesse, il a l'agent Fletcher. Oula, qu'est-ce qu'il me fait ? Le grappin, c'est un soutien qui coûte 3, qui occupe un emplacement de main. Les actions effectuées en utilisant le grappin ne provoquent pas d'attaque d'opportunité. Ah tiens, j'avais pas remarqué ça. Pour 2 actions, incliner le grappin, effectuez jusqu'à 3 actions basiques différentes parmi les suivantes dans l'ordre de votre choix. Échapper à, engager, enquêter, se déplacer. Si vous enquêtez, utilisez votre agilité à la place de votre intelligence. Cette carte-là ne me convainc pas du tout. En fait, on dépense 2 actions pour faire 3 actions. Sauf que les 3 actions doivent être basiques, qu'elles doivent être différentes, qu'il y en a une liste assez restreinte. Alors, si parmi les 3 il y a une enquête, l'avantage c'est qu'on enquête avec sa meilleure compétence. Le problème... Alors, un truc qui m'avait échappé, c'est que ça ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Donc, même si vous êtes engagé avec un ennemi, vous pouvez en profiter pour enquêter. Mais le truc, c'est que il faut faire 3 actions différentes. Donc si on en rate une, pour celle qui nécessite un test, on ne peut pas la retenter. Donc par exemple, si vous êtes engagé avec un ennemi, et qu'il y a un indice dans votre lieu, vous pourriez dire, je vais enquêter pour prendre l'indice, puis échapper à l'ennemi, pour qu'il soit plus engagé avec moi, puis me déplacer pour aller dans le lieu suivant dans lequel je dois enquêter, et voilà, ça m'a coûté 2 actions, il me reste ma 3e action. Le problème, c'est que si vous ratez l'enquête, voilà, vous avez fait enquêter, les 2 actions qui vous restent, c'est échapper, engager ou se déplacer. Vous n'allez pas faire engager, vu que vous êtes déjà engagé avec l'ennemi, donc vous allez rester sur votre idée d'échapper à l'ennemi et de vous déplacer. Sauf que vous n'avez pas particulièrement envie de sortir du lieu vu qu'il reste un indice. Sauf cas où vous allez ensuite pouvoir l'attraper à distance. Mais de façon générale, si vous n'avez pas réussi votre enquête, vous n'avez pas envie de vous déplacer. Donc, l'enquête ça a déjà été fait, engager ça vous sert pas, vous ne voulez pas vous déplacer, il vous reste échapper. Donc vous avez payé 2 actions pour faire 2 actions.
Le seul truc que vous avez gagné, c'est d'enquêter avec votre agilité. Si vous voulez laisser un ennemi derrière vous, mais que vous, un peu la même séquence, si vous ratez votre évasion, l'ennemi est toujours engagé avec vous, donc vous avez enquêté, sans vous prendre d'attaque d'opportunité, vous avez raté votre évasion, vous ne pouvez pas retenter une évasion maintenant. Vous n'allez pas engager, vous êtes toujours engagé avec un ennemi, et vous n'allez pas vous déplacer, parce que votre but c'était de laisser un ennemi incliné dans ce lieu, par exemple. Donc grappin, il faut... le grappin est pleinement intéressant si on fait 3 actions. Ou éventuellement si on fait 2 actions dont une est une enquête, parce que on fait une meilleure enquête qu'une enquête basique faite à l'intelligence. Donc le grappin, idéalement il faudrait faire les 2 actions qui ne demandent pas de test, vu qu'on ne peut pas les rater, donc engager et se déplacer, et une action qui demande un test, échapper à ou enquêter, et bien évidemment essayer de ne pas se rater. Sachant que cette action avec test, ça sera une action basique. Donc si vous avez en jeu un soutien qui booste énormément votre évasion, vous ne pouvez pas l'utiliser avec le grappin. Voilà. Je suis pas très convaincu. L'agent Fletcher a un ennemi 2-3-3, alerte et chasseur, proie Kimani Jones uniquement. Tant que Kimani Jones est en train d'échapper à l'agent Fletcher, réduisez à 0 sa valeur d'intelligence. Alors l'agent Fletcher a des stats quelconques. Voilà. Le truc, c'est comme il est non élite, Kimani Jones a priori voudrait le défausser en lui échappant avec au moins 3 de réussite, vu qu'il a 3 points de vie de base, mais quand il va faire il va d'abord déjà devoir échapper à l'agent Fletcher, 3, pas trop dur, mais s'il se rate, il se prend une attaque, et ensuite il veut lui rééchapper, et réussir de 3, sauf que pendant cette deuxième évasion, il n'a plus de bonus d'intelligence. Voilà. Mais on verra tout à l'heure que Kimani Jones, quand il aura géré des ennemis élites, il faudra qu'il utilise autre chose que cette réaction, et il faudra qu'il utilise une des mêmes solutions contre l'agent Fletcher. Parce que sinon, il faudrait qu'il fasse une évasion à 5 de base contre 3, et qu'il réussisse de 3. Ah oui, à noter, il y a une carte qui est très bien pour gérer cette faiblesse, manœuvre audacieuse de niveau 2, rapide, à jouer quand vous devriez réussir un test de compétence, vous gagnez plus 3 à votre valeur de compétence pour ce test, piochez une carte. Donc, vous êtes engagé avec l'agent Fletcher, vous lui échappez, 5 contre 3, éventuellement vous vous donnez des bonus. Ok, l'agent Fletcher est incliné, en action rapide vous l'engagez. Maintenant vous faites une évasion à agilité plus intelligence, mais l'intelligence est ramenée à 0. Et si vous réussissez le test, avec manœuvre audacieuse, comme vous donnez un plus 3, c'est réussi au moins de 3, et ça y est, l'agent est défaussé. A noter que manœuvre audacieuse, ça coûte 2 XP. Dès le début de la campagne, vous pouvez en mettre 2 exemplaires dans votre deck. Et sinon, on en reviendra en parlant de la gestion des ennemis. Attaque par derrière, vous combattez avec votre agilité, donc 5 contre les 2 de Fletcher. En cas de réussite, 3 dégâts. Et si vous réussissez de 2, attaque par derrière remonte dans votre main et sera utilisée contre le prochain ennemi élite. Pardon. Alors, l'utilisation du signe des anciens. Le signe des anciens de Kimani Jones, plus 1, bof, ok. S'il y a un ennemi incliné dans votre lieu, vous réussissez automatiquement à la place. Réussite automatique,
sous condition, c'est toujours bon à prendre. Alors, je vais prochainement faire une vidéo avec le classement des signes des anciens, et pour moi, le plus fort, ça reste conditionnel, hein, mais bien évidemment, l'effet le plus fort d'un signe des anciens, c'est quand il fait réussir automatiquement. Et là, c'est le cas, à partir du moment où un ennemi est incliné dans le lieu, et pour rappel, la tâche principale de Kimani Jones, telle que moi je le conçois, ça va être d'incliner les ennemis, puis de les vaincre. Et aussi, petit point de règle, signe des anciens +1, blablabla, vous réussissez automatiquement. Comme ça survient cet effet après avoir pioché le pion du chaos, c'est une réussite automatique qui fait passer la difficulté du test à 0. Autrement dit, dès que vous révélez le signe des anciens, vous dites je prends ma valeur de compétence, je rajoute 1, je considère la difficulté comme étant un 0, autrement dit, mon degré de réussite c'est ma valeur de compétence plus 1. Donc, imaginons que vous étiez en train de résoudre votre capacité de réaction. 5, plus 2, ça fait 7, plus 1, ça fait 8, vous avez peut-être d'autres bonus. Imaginons que vous avez fait ça sur un ennemi non élite qui a 8 points de vie, vous avez réussi à 8 contre 0, donc vous avez réussi de 8, donc il est défaussé. Voilà, donc c'est un bon signe des anciens. Comment est-ce qu'il peut l'exploiter ? Il a uniquement comme solution le prêtre ambivalent pour mettre des pions bénis dans la réserve du chaos, et compter sur le fait qu'un autre investigateur dans son lieu ait la bénédiction d'Isis. Voilà, donc je le mentionne rapidement, c'est pas avec cet investigateur-là qu'on pourra envisager de maximiser la pioche du signe des anciens. Alors, pourquoi j'ai commencé par l'enquête ? Ah oui, je crois que cette année, j'ai pas fait d'abord le rôle le plus important et ensuite le plus faible, j'ai fait l'enquête puis la gestion des ennemis. Donc l'enquête, il a son grappin, vu qu'il va enquêter avec une valeur de compétence de 5. Les cartes chercheur-outils, pas trop. Voilà. Il y a le pic à glace, il y a le vieux porte-clés, Lola Santiago, trousse de cambrioleur, outils de crochetage, dérobé, et éventuellement choc Fergus, forcer l'entrée, et éventuellement choc Fergus, taper dans la fourmilière, et rapport de service des renseignements essentiellement. Le grappin, on l'a vu. Alors, je disais, les outils... Voilà. Une partie des cartes auxquelles il a accès qui permettent de faire de l'enquête, ça va être, par exemple, toutes les cartes chercheurs font faire des enquêtes avec l'intelligence, et il part de 2. Donc même le kit d'empreinte, il a plus 2, ça lui fait tester à 4 contre la valeur occulte. Il n'a pas de grande chance de réussite. La loupe, ça booste l'enquête si on enquête avec l'intelligence, donc ça se combine pas avec grappin. Voilà. Alors le pic à glace, l'intérêt c'est que c'est un +1 à la valeur de compétence. Peu importe la valeur de compétence. Donc si vous faites une enquête basique avec votre grappin, vous testez l'agilité et vous pouvez vous mettre un +1. Le vieux porte-clés, alors c'est une enquête avec l'intelligence, mais la valeur occulte est baissée de 2. Et si la valeur du test est ramenée à 0, vous avez un deuxième indice en cas de réussite. Et en plus de ça, si vous ramenez la valeur occulte à 0, Lola Santiago, vous dépensez 0 ressources pour prendre un indice dans votre lieu. Et dans tous les cas, si la valeur occulte de votre lieu n'est pas nulle, il faut payer autant de ressources que la valeur occulte et vous avez votre indice. Outil de crochetage, vous additionnez votre agilité, donc vous testez à 7 contre la valeur occulte.
Alors faut quand même bien penser que si vous voulez exploiter le grappin, vous avez déjà une main de prise, et vous ne pourrez pas cumuler vieux porte-clés et outils de crochetage. Voilà. Alors, par contre, vous pouvez cumuler outils de crochetage et loupe. C'est une enquête basique. La loupe booste votre intelligence. Grâce à l'effet de l'outil de crochetage, vous rajoutez votre agilité. Alors dans cette boîte, on a la trousse de cambrioleur. Il y a une version de niveau 0, une version de niveau 3. Là je montre la meilleure des deux. Donc un objet outil illicite qui prend un emplacement de main, qui a 6 provisions, action, dépenser une provision, enquêter. Pour cette enquête, vous gagnez +1 votre valeur de compétence et vous avez le droit d'utiliser votre agilité au lieu de votre intelligence. En cas de réussite, gagnez une ressource ou 2 ressources à la place en cas de réussite avec une différence de 2 ou plus. Donc vous enquêtez à agilité +1, 6 contre la valeur occulte. Si vous réussissez de 2, vous avez 2 ressources, et ces ressources vont vous permettre soit de booster votre prochain test avec coup dur, soit d'acheter un indice avec Lola Santiago. Voilà. Alors à noter, comme vous êtes un truand, vous pouvez utiliser contrebande. Si les choses se goupillent bien, vous jouez trousse de cambrioleur, dans la foulée vous jouez contrebande, au total ça vous coûte 7 ressources, mais vous avez 12 provisions sur la trousse de cambrioleur, donc vous avez de quoi faire 12 enquêtes et trouver 12 indices, et potentiellement avec 12 enquêtes vous pouvez, alors dans le cas vraiment idéal, vous pouvez gagner 24 ressources. Dérober, donc là j'ai mis la version de niveau 3, vous enquêtez avec votre agilité, donc de 5, si vous réussissez 2 indices de plus, et si vous réussissez de 2 ou plus, vous le renvoyez dans votre main à la fin du tour. Forcez l'entrée, vous enquêtez en ajoutant votre agilité. Si vous réussissez de 1 ou plus, vous avez le droit d'échapper automatiquement à un ennemi dans le lieu. Si vous réussissez de 3 ou plus, vous le renvoyez dans votre main. Ça ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Donc ça aussi, ça se combine avec l'effet de gestion des ennemis de Kimani, c'est-à-dire que vous êtes engagé qu'un ennemi, vous jouez cette carte, en réussissant de 1, déjà vous avez réussi une enquête, donc vous prenez un indice. Voilà. L'ennemi vous avez échappé à l'ennemi, donc il est incliné, action rapide, vous le réengagez, et maintenant vous faites votre évasion en ajoutant votre intelligence pour le défausser. Et donc dérober et forcer l'entrée, ça se combine avec Chuck Fergus, qui va vous permettre par exemple d'en diminuer le coût, et les 2 ressources économisées peuvent être dépensées pour booster votre agilité dans ce cas-là, pour booster votre intelligence avec des brouillards dans ce cas-là, et en plus en vous donnant un +2, vous augmentez vos chances de récupérer l'événement en main. Une nouvelle carte qui est dans cette boîte, un événement truand de niveau 0, cherche un ennemi non élite parmi les 9 cartes du dessus deck, rencontre, et générez-le engagé avec vous. Ensuite découvrez un indice, je sais pas pourquoi les nombres 1 ont sauté dans les transcriptions des cartes, bref. Ensuite, découvrez un indice dans votre lieu et gagnez X ressources, X étant la valeur de vie de cet ennemi. Mélangez le deck rencontre. Du coup, vous allez chercher un ennemi, non élite obligatoirement, parmi 9 cartes. Il faut le mettre en jeu engagé avec vous pour résoudre la suite, c'est toujours le cas quand il y a un ensuite, mais si vous arrivez à trouver cet ennemi, il entre en jeu, vous avez un indice, vous gagnez autant de ressources que sa valeur de vie, donc allez mettons que l'ennemi est 3-3-3, vous gagnez 3 ressources, et maintenant, l'ennemi va falloir lui échapper, pour qu'il soit incliné, puis lui rééchapper, sachant que le gain en ressources va pouvoir vous permettre de vous booster. Mettons voilà que cet ennemi est 3-3-3,
Vous allez faire votre test pour le défausser à 5 plus 2. Vous dépensez 2 des 3 ressources pour des brouillards, vous testez à 9 contre 3, et il faut réussir de 3. Donc pas piocher pire que le -3. Et enfin, le classique rapport des services de renseignement, il faudra simplement dépenser les ressources, par exemple les ressources fournies par la trousse de cambrioleurs. Alors, la gestion des ennemis. Si l'ordi veut bien réagir. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai fait la distinction en deux. La gestion des ennemis non élites et la gestion des ennemis élites. Parce que la capacité particulière de Kimani ne marche pas sur les élites. Donc les non élites, on peut leur échapper. Le grappin, ça fait de l'économie pour leur échapper. Alors j'ai noté l'extincteur 3, le combat déloyal, le déguisement, la doublure, forcer l'entrée de niveau 2, fuite éperdue, se faufiler 2 et lampe torche 3. Et les ennemis élites, on va voir ça plus tard. Donc Kimani, voilà, son évasion et sa capacité. Le grappin, je sais pas pourquoi je l'avais mis, c'est simplement qu'on économise une action. Voilà, donc ça c'est toutes les cartes auxquelles il a accès qui ont un effet échappé. L'extincteur de niveau 3, deuxième effet, action, défausser l'extincteur, échapper automatiquement à tous les ennemis engagés avec vous. Élite ou non élite. Vous avez le droit de bannir l'extincteur au lieu de le défausser pour défausser chaque ennemi non élite auquel vous échappez par cet effet. Donc, faut quand même que je vérifie. Voilà, donc, version de niveau 1, faut automatiquement bannir pour échapper. Là, c'est pas le cas. Ce qui va vous intéresser, ça va être plutôt ça. Vous le défaussez pour échapper automatiquement à tous les ennemis, y compris les ennemis élites. Donc déjà, il n'y a qu'un... comment dire ça ? Non, ça reste un test d'échappée, mais en un test d'évasion, potentiellement, vous échappez à 2, 3, 4 ennemis engagés avec vous. Alors, il faut qu'ils soient engagés avec vous. À noter qu'éventuellement, vous pouvez utiliser le grappin pour engager un ennemi sans vous prendre d'attaque d'opportunité. Donc voilà, l'extincteur, première action, si vous réussissez votre test, vous échappez à plusieurs ennemis. Et ensuite, vous avez vos autres actions pour les défausser. Combat déloyal, vous faites une première action pour échapper à un ennemi, une action rapide pour le réengager, et maintenant vous allez tenter de lui échapper, et comme il est incliné, vous avez plus 2. Donc vous faites une tentative d'évasion à 5 d'agilité, plus 2 d'intelligence, plus 2, vous testez à 9 contre sa valeur d'évasion. Et la réaction, on en parlera plus tard. Le déguisement, une carte qui a 4 provisions. Les provisions, ça se recharge avec la planque améliorée ou avec contrebande. Ou l'aventurier qui est dans un autre deck dans votre lieu. Action, dépenser une provision, échapper à. Vous gagnez plus 2 en agilité pour cette tentative d'évasion. En cas de réussite, et si l'ennemi auquel vous échappez est non élite, il ne se redresse pas durant la prochaine phase d'entretien. Donc ça vous booste la première évasion, celle qui sert à incliner, alors que le combat déloyal, ça sera plutôt pour réussir la deuxième évasion, celle pour défausser. Doublure, échapper automatiquement un ennemi non élite, et si vous payez 2 de plus, c'est 2 ennemis non élites dans votre lieu. Alors le faire à distance, avec cet investigateur-là, je pense pas que ça soit très utile. À moins, éventuellement, vous échappez à distance, puis vous utilisez le grappin. J'ai pas les yeux en face des trous. Le grappin. Donc première action, vous jouez doublure. Par exemple, pour échapper à un ennemi
dans un lieu à distance, et éventuellement un dans votre lieu, mais là ça coûte un total de 6. Vous utilisez le grappin, et vous allez par exemple commencer par faire une enquête dans votre lieu, puis un déplacement dans le lieu connexe dans lequel est l'ennemi, puis vous... Non, je dis des bêtises. Vous utilisez le grappin avec vos deuxième et troisième actions. D'abord... par exemple, d'abord vous entrez dans le lieu de cet ennemi, puis vous l'engagez, puis vous lui échappez, et vous utilisez votre action. Voilà. Forcer l'entrée de niveau 2 dont je parlais tout à l'heure, c'est une enquête à 7, donc intelligence plus agilité ça vous fait 7, et vous avez besoin de réussir seulement de 1. Pas trop dur, surtout si vous jouez le tarot cavalier de l'épée. Fuite éperdue, alors ça c'est nouveau. Au passage, l'illustration, je suis à peu près sûr qu'elle était déjà dans un produit Arkham, peut-être un tapis de jeu, je sais plus, ou peut-être une illustration de boîte. Mais en tout cas, c'est une illustration que je connais et je ne joue à aucun autre jeu Arkham. Donc, fuite éperdue, un événement qui coûte 2, rapide, à jouer quand un ennemi vous attaque, échapper à, tenter d'échapper à l'ennemi qui vous attaque, en cas de réussite, annuler cette attaque ennemie. Donc là, ce que vous allez faire probablement, c'est que vous allez faire une action qui va déclencher une attaque d'opportunité. Vous tentez une évasion, vous êtes bon en évasion, et si vous la réussissez, simultanément vous échappez à l'ennemi, qui maintenant est incliné, et vous annulez son attaque. Et si c'était une attaque d'opportunité, maintenant vous finissez de résoudre votre action. Donc, potentiellement, vous dites « j'enquête, je joue ça, je teste, je fais un test d'évasion, je réussis, je me prends pas d'attaque, l'ennemi est incliné, je fais mon test Pardon, je suis un peu embrouillé, je pensais à un effet de Chuck Fergus. Je vais voir si je l'ai encore sous la main, Chuck Fergus. Tant que vous effectuez un test de compétence lors de la résolution de cet événement. Je sais pas si on peut imbriquer, si on peut jouer un événement et imbriquer fuite éperdue pour avoir un bonus à fuite éperdue. Je sais pas, il faudra que j'essaie de penser à demander sur Board Game Geek. Donc bref, je disais, vous prenez votre indice, l'ennemi ne vous a pas fait de dégâts, il est incliné, vous l'engagez et maintenant vous continuez à le gérer. Se faufiler, vous échappez avec une valeur de compétence de 7. Si vous réussissez de 1 ou plus et qu'il est non élite, il ne se redresse pas. Donc vous pouvez le gérer plus tard si vous n'êtes pas pressé. Et si vous réussissez de 3 ou plus, vous récupérez cette carte-là. Donc en fait, avec ce faufiler, vous avez la même valeur de compétence pour votre première évasion et votre deuxième évasion. Alors, nouvelle carte dans cette boîte. Et alors c'est amusant parce que la carte avait été présentée sur Twitter il y a longtemps, elle m'avait semblé super forte. Je l'avais mentionnée, je me souviens plus si elle a été modifiée, j'ai pas pensé à aller vérifier l'image qui avait été montrée à l'époque. Toujours est-il donc lampe torche, niveau 3, utilisation 4 provisions au lieu de 3, réaction, quand vous effectuez un test de compétence lorsque vous enquêtez ou tentez de vous échapper, dépensez une provision, diminuez de 2 la difficulté de ce test. Cette carte-là est complètement dingue, bon. C'est complètement dingue de pouvoir diminuer la difficulté d'un test autre. Là, en l'occurrence, pour Kimani, en plus, il n'y a pas besoin de l'incliner, donc il n'y a pas de limite d'utilisation par round. Kimani, avec la lampe torche, il essaie d'échapper à l'ennemi, il dépense une provision pour diminuer la difficulté de 2.
puis il retente d'échapper à l'ennemi, deuxième provision utilisée, il diminue la difficulté de 2, et voilà, il doit réussir du nombre de points de vie restant à l'ennemi. Voilà. Alors, là on passe à la gestion des ennemis élites. Comme on peut pas les défausser par cet effet-là, il va falloir leur faire des dégâts. Enfin, on peut toujours leur échapper et dire il est incliné, je m'en préoccupe plus. Mais si on veut les vaincre définitivement, on a combat déloyal, Delilah O'Rourke, le loup para, éventuellement avec tireur d'élite, l'attaque par derrière de niveau 3, éventuellement avec Chuck Fergus, coup bas de niveau 2, éventuellement avec Chuck Fergus, l'attaque par surprise et l'arc décoré. Combat déloyal, tout à l'heure je disais la réaction, on en parlera tout à l'heure, donc voilà. Vous venez d'échapper à un ennemi élite en dépensant une action, vous inclinez le combat déloyal, vous effectuez immédiatement une action combattre contre l'ennemi, en ignorant distant. Donc vous n'avez pas besoin de réengager l'ennemi s'il est distant. Comme l'ennemi, vous lui avez échappé, il est incliné. Donc vous attaquez un ennemi qui est incliné, donc vous avez +2. Et vous faites une action combattre de votre choix. Donc vous prenez l'action combattre la plus efficace, comme l'attaque avec l'agilité. Cette attaque-là, vous la faites avec votre agilité, donc 5. Vous avez le +2 de combat déloyal, vous attaquez à 7 contre la valeur de combat de l'ennemi. En cas de réussite, 3 dégâts dans l'ennemi. Voilà. Delilah O'Rourke, tiens, tant qu'on y est. Vous avez déjà +1 en force. Bon, si vous n'utilisez que votre force, ça servira pas, mais si vous combinez votre force avec autre chose, ça sera bien. +1 d'agilité, c'est déjà mieux. Action rapide, inclinez Delilah O'Rourke et dépensez X ressources. Choisissez un ennemi dans votre lieu, infligez 1 dégât à l'ennemi choisi, 2 dégâts à la place si cet ennemi est incliné. X est la valeur d'évasion de l'ennemi choisi. Donc là, il y a une grosse combo à faire. Quoique. Faut que je vérifie un truc. Non, je suis peut-être en train de dire une bêtise. La lampe torche. Non, pas directement. Mais combat déloyal, que je le retrouve. Voilà. Vous décidez de faire une évasion contre l'ennemi élite. Vous utilisez la lampe torche. Non, j'ai rien dit. La lampe torche peut vous permettre de faciliter votre évasion et de payer moins cher avec Delilah O'Rourke. Mais à ce moment-là, Delilah O'Rourke ne ferait qu'un dégât. Donc, non. Donc, je disais, vous échappez. L'ennemi est incliné. Immédiatement, vous faites une attaque avec ce qui est le plus efficace. Vous faites, selon l'attaque choisie, 1, 2, 3 dégâts. Et maintenant, comme l'ennemi est incliné, vous utilisez Delilah O'Rourke, vous payez un certain nombre de ressources pour faire 2 dégâts. Donc, une action pour échapper à l'ennemi, un combat en réaction, les dégâts en action rapide, en une action potentiellement vous avez fait, mettons, 5 dégâts à un ennemi élite. En payant un certain nombre de ressources, mais en réussissant un seul test. Donc, un seul test à réussir pour faire 5 dégâts. C'est quand même très intéressant. Loup para, une arme à feu qui prend une seule main, utilisation de munitions. Jouer la loup para ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Dépensez une munition combattre. Vous gagnez +1 de force et infligez +1 dégât pour cette attaque. Si la loup para est entrée en jeu à ce tour, vous gagnez +1 de force supplémentaire et infligez +1 dégât supplémentaire pour cette attaque. 2 de base, +2, parce qu'on part du principe que l'ennemi, vous l'avez incliné. Vous combattez à 4. Si l'ennemi est incliné grâce à combat déloyal, vous combattez à 6. Delilah O'Rourke, vous combattez à 7. Si vous réussissez votre test, vous faites 3 dégâts.
Et combat déloyal, tant que vous, il n'y a pas de limite par round. Donc, première action, vous échappez à l'ennemi. Deuxième action, vous jouez la loupara. Troisième et quatrième action, vous débrouillez pour gagner une action d'une manière ou d'une autre. Vous attaquez à 8 de force. Donc je disais 2 de base, 2 du combat déloyal, 2 de loupara, ça fait 6, 1 de Delilah O'Rourke, ça fait 7, et si vous réussissez vos 2 attaques, vous avez fait 4 dégâts. Non, 6 dégâts, et avec Delilah O'Rourke, vous achetez 2 dégâts de plus, donc 8 dégâts. Ah, et je me rends compte que j'ai dit une bêtise, il n'y a même pas besoin de gagner d'action, parce que ce que vous faites, c'est que première action, vous jouez la loupara, il n'y a pas d'attaque d'opportunité. Deuxième action, vous faites votre évasion. Combat déloyal vous donne une possibilité de combattre. Là, vous utilisez la loupara, et avec votre troisième action, vous réutilisez la loupara. Voilà. Et ensuite, vous utilisez Delilah O'Rourke. Donc 3 actions, 8 dégâts, sans trop de difficultés contre un ennemi élite. Ah bah oui d'ailleurs, j'aurais dû y penser. Tireur d'élite, quand vous utilisez une capacité combattre d'un soutien arme à feu, inclinez tireur d'élite, choisissez une option ou les deux. Cette attaque utilise l'agilité au lieu de la force. Tous les modificateurs à votre force pour cette attaque modifient votre agilité à la place, et ou pour cette attaque, utilisez la valeur d'évasion de l'ennemi attaqué au lieu de sa valeur de combat. Donc un de vos 2 tirs à la loupara a encore plus de chances de toucher. Déjà, donc vous avez 5 de base, combat déloyal ça fait 7, Delilah O'Rourke ça fait 8, et le loupara ça fait 2, donc en fait vous tirez qu'une valeur de compétence de 10. Un peu comme si vous étiez Mark Harrigan avec son lance-flamme. Voilà. Ce dont je parlais tout à l'heure, attaque par derrière, vous combattez avec votre agilité, en cas de réussite 3 dégâts, en cas de réussite avec une différence de 2 ou plus, vous renvoyez la carte dans votre main. Coup bas, vous combattez en ajoutant votre agilité, donc vous combattez à 7. Si vous réussissez de 1 ou plus, il est échappé automatiquement. Et en cas de réussite avec une différence de 3 ou plus, vous renvoyez la carte dans votre main à la fin du tour. Donc en réussissant votre combat, vous faites 1 dégât à l'ennemi. En réussissant de 1 ou plus, vous lui échappez, donc soit vous en préoccupez plus dans l'immédiat, soit comme il échappait, vous utilisez Delilah O'Rourke, ou alors, comme il est échappé, le bonus de combat déloyal, etc., etc. Attaque par surprise, tout simplement, un événement, vous payez 2. 2 dégâts à un ennemi incliné dans votre lieu. Il n'y a pas besoin de faire de test. Voilà. Avec Chuck Fergus, l'événement est rapide. Et comme il n'y a pas de test à faire, comme deuxième effet de Chuck Fergus, vous pouvez choisir de rendre cette carte gratuite. Donc, par exemple, que je retrouve... Voilà, c'est ça, coup bas. Alors, si vous avez d'abord joué coup bas, probablement vous utilisez Chuck Fergus là-dessus. Mais en tout cas, coup bas, réussir le combat inflige un dégât, vous avez incliné l'ennemi en lui échappant automatiquement, vous lui faites 2 dégâts sans test dans la foulée. Voilà. Et enfin, l'arc décoré, une munition, limite de 1 munition sur l'arc décoré, dépensez une munition combattre, cette attaque utilise l'agilité au lieu de la force, vous gagnez plus en agilité et infligez plus de dégâts pour cette attaque. Action, vous encochez une nouvelle flèche, placez une munition sur l'arc décoré. Problème, ça utilise les 2 mains, mais sinon vous combattez avec 7 en agilité pour faire les dégâts 3 par 3. Et, autre inconvénient, il faut dépenser une action pour reprendre une munition.
ou alors il faut que quelqu'un dans le lieu ait un aventurier pour faire la recharge de l'arc. Voilà. Que je vérifie mon plan. Ouais. Alors le soutien, je l'ai pas mentionné, mais bien évidemment le soutien, c'est que vous inclinez les ennemis. Et donc les ennemis ne gênent pas les autres. Voilà. En gros, c'est ça. Alors, Kimani. Kimani, il est très bon en évasion. Alors, j'ai un petit peu des doutes quand même quant à sa façon de défausser les ennemis. Parce que, il faut quand même une grosse marge. Moi, quand je considère les valeurs de compétences dont j'ai besoin pour réussir mes tests, je pars du principe que l'ennemi type est 3-3-3, ou éventuellement 4-4-4. Donc dans le cas de Kimani, ça veut dire que avec sa réaction-là, il faut qu'il réussisse ses tests de 3. Donc il fait son test à 5 plus 7, l'ennemi a 3 de valeur d'évasion, Kimani est à 4 au-dessus, s'il pioche un -2, c'est raté. Donc il faut... comment je formule ça ? La difficulté est de 3, il veut réussir de 3, il est à 7, pour avoir de bonnes chances bonne chance, c'est 75-80% de chances de réussite, il faudrait qu'il soit à 8. Donc il faudrait qu'il ait un +1 pour réussir contre ce que je considère comme étant l'ennemi standard. Mais s'il a un ennemi un peu plus fort, donc 4-4-4, il faut qu'il monte à 9. Donc il faudra quand même qu'il ait de façon continue, il faudra qu'il ait des boosts passifs en agilité et ou en intelligence. Pour l'enquête, soit il faudra qu'il enquête avec son agilité, il y a des solutions pour ça, mais il faudra les piocher, soit il sera en galère. Donc, Donc déjà en solo, je pense que je le jouerai pas parce que il a une trop mauvaise intelligence et qu'il y aurait probablement pas assez d'ennemis pour tirer avantage de sa capacité. En duo, pareil, je tirerai pas assez avantage de sa capacité, donc faut le jouer en trio. Et en trio, tant qu'à faire, j'en fais un gestionnaire d'ennemis principal, mais là où il est le meilleur, c'est pour les ennemis non élites. Quand il y a un ennemi élite, peut-être qu'il lui faudra un petit peu d'assistance, ou alors il faudra qu'il ait, ce que je montrais tout à l'heure, la bonne combinaison, de l'aide pour l'évasion, de l'aide pour du combat, et des Liraourk pour faire des dégâts sans test. Du coup, voilà, en trio, quand je donnerai un exemple de deck, du coup je le joue en trio, et quand je donnerai un exemple de deck, ça sera probablement un deck qui jouera la réussite par X ou plus, et ça sera un deck probablement très cher en XP, heureusement qu'il a son bonus, et probablement que je lui collerai au bol pour Caron, parce qu'il lui faudra de l'XP pour des Liraourk, pour le bonus passif en agilité et pour les dégâts sans test contre les élites, de l'XP, donc des Liraourk 3 XP, 5 XP pour Chuck Fergus pour tous ces événements qui ajoutent 2 valeurs de compétences et de meilleures chances de remonter en main, 3 XP pour le charisme, l'XP pour dérober, pour aider un petit peu les autres à enquêter de temps en temps, pour forcer l'entrée, pour coup bas, l'XP pour combat déloyal, déguisement, je sais plus de quel niveau c'est, éventuellement de l'XP pour Lupara. Donc voilà. Du coup, c'est vrai que jusqu'à présent, le gardien
je le vois en trio. Le chercheur, je le vois en trio. Le truand, je le vois en trio. Pour le moment, on a sur 3 investigateurs, 3 jouables plutôt dans des trios. Et la mystique, je serais bien embêté pour dire déjà dans quel rôle je la verrai. Ça risque d'être aussi en trio. Bref, toujours est-il, je vais m'arrêter là. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.